La première balle a fait voler la fenêtre en éclats avant que le cerveau de Léo ne puisse analyser ce que ses yeux voyaient. Il observait la berline grise passer pour la troisième fois devant le restaurant de hamburger du vieux Joe. Une partie animale de son cerveau hurlait que quelque chose n'allait pas. Pas du tout. Le genre d'instinct qu'on développe quand on grandit dans un quartier où les coups de feu sont plus courants que les sirènes. Le canon est sorti de la fenêtre passager comme la langue d'un serpent. Noir, froid, à la recherche d'une proie. Léo n'a pas réfléchi. Réfléchir prend du temps, et le temps se mesurait en battements de cœur, et les battements de cœur signifiaient la mort. Baisse-toi. Son corps a bougé avant que les mots ne sortent de sa gorge. La banquette d'angle où Mia était assise, en train de faire ses devoirs de calcul, se trouvait à environ 4 mètres. Léo a couvert la distance en 3 grandes enjambées. Ses baskets usées ont trouvé une prise sur le sol glissant de graisse. Son épaule s'est abaissée comme s'il allait faire un plaquage qu'il n'avait jamais été assez fort pour réussir sur un terrain de football. Il l'a percuté comme un train de marchandises. La fille, la belle, l'intouchable Mia, avec son sac à dos de marque et son habitude de déjeuner seule, bien qu'assez jolie pour s'asseoir n'importe où, a été projetée en arrière. Sa chaise a cogné bruyamment tandis que le corps de Léo recouvrait complètement le sien. Le monde a explosé. Ta. Le verre est devenu une pluie de rasoirs. Le bois est devenu des éclats. L'odeur de la poudre à canon s'est mélangée à la graisse de friture et à la peur adolescente. Léo a senti quelque chose de chaud lui perforer l'omoplate, puis un autre baiser brûlant sous ses côtes. Son dos était en feu. Ses poumons ne trouvaient plus d'air. Et sous lui, sous lui, Mia hurlait. Mais elle hurlait, ce qui signifiait qu'elle était en vie, ce qui signifiait qu'il avait bien fait. La vision de Léo a commencé à se rétrécir, l'obscurité s'insinuant par les bords. La dernière chose qu'il a vue avant que le noir ne l'emporte, c'était le visage de Mia. Ses yeux gris, écarquillés de terreur et d'autres choses. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Et ses lèvres formaient des mots qu'il ne pouvait pas entendre par-dessus le sifflement dans ses oreilles. Ce que Léo ne pouvait pas savoir, alors que la conscience lui échappait et que son sang formait une flaque sur le linoléum à damier, c'est que ces mots étaient « Papa va les tuer ». Ce que Léo ne pouvait pas savoir, c'est que ce papa était le Rock Valentino, vice-président du club de motards des Phantom Kings. Ce que Léo ne pouvait pas savoir, c'est qu'il venait de sauver la seule personne dans cette ville dont la vie valait plus que de l'argent. Il venait de contracter une dette qui se payait en fer et en loyauté. Et les Phantom Kings payaient toujours leurs dettes. Léo Martinez avait perfectionné l'art d'être invisible. C'était une compétence de survie en réalité. Quand on est le boursier du lycée de Riverside, celui dont les vêtements viennent d'une friperie et dont les baskets ont plus de rubans adhésifs que de caoutchouc, on apprend à occuper l'espace sans en prendre. On apprend à déjeuner dans les cabines des toilettes. On apprend quel couloir éviter pendant les intercours. On apprend que regarder dans les yeux des types comme Brett Hoffman et ses potes du football est une invitation à se faire tabasser dans les vestiaires ou à avoir la tête dans les toilettes, ou, si on est vraiment malchanceux, les deux. Alors Léo était devenu un fantôme, une ombre. Le garçon qui s'asseyait au fond de chaque classe, qui ne levait jamais la main même quand il connaissait la réponse, qui pouvait se faufiler à travers les foules comme de la fumée. Le restaurant du vieux Joe était son sanctuaire. La banquette d'angle près de la sortie de secours, celle avec le siège en vinyle déchiré que personne d'autre ne voulait, était sa forteresse. Chaque jour après l'école, Léo rassemblait 2,47 $ pour la plus petite portion de frites et un gobelet d'eau qu'il remplissait de Sprite quand Joe ne regardait pas. Il faisait durer ses frites 1 heure, faisant ses devoirs à la lumière grasse de l'enseigne au néon, prétendant qu'il avait un meilleur endroit où aller. Ce n'était pas le cas. Chez lui, c'était un appartement d'une chambre qu'il partageait avec son abuela qui avait plus de factures médicales que de mots d'anglais. Chez lui, c'était l'endroit où le chauffage était coupé chaque hiver et où les avis d'expulsion s'empilaient comme de la neige. Chez lui, c'était là où Léo restait éveillé la nuit, écoutant la toux grasse de sa grand-mère et se demandant si ses médicaments ou leur loyer étaient plus importants ce mois-ci. Alors oui, le restaurant du vieux Joe, c'était mieux. C'était un mardi,
le 15 octobre, le genre de journée d'automne où le soleil se couche trop tôt et où le monde semble retenir son souffle, quand Léo a remarqué le manège pour la première fois. Mia Chun avait été transférée à Riverside il y a exactement 3 semaines. Elle était apparue en cours de calcul avancé comme une vision. Des cheveux noirs et laids, des pommettes saillantes et une expression qui disait « Ne pense même pas à me parler ». Les garçons avaient essayé, bien sûr. Brett Hoffman s'était pavané jusqu'à son casier avec son sourire de publicité pour blanchiment dentaire. Elle l'avait regardé comme s'il était transparent. Après ça, elle mangeait seule, ce qui était bizarre parce que les filles à qui ressemblait à Mia ne mangeaient pas seules. Elle tenait un salon à la table des populaires, entourée d'admirateurs et d'imitateurs. Mais Mia semblait préférer sa propre compagnie, toujours avec un livre ou des devoirs, toujours avec des écouteurs, projetant toujours une aura de Fous-moi la paix ». Léo respectait ça, le comprenait même. Ce qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi elle avait commencé à venir chez le vieux Joe. Cet endroit était pour les jeunes comme lui, les jeunes qui ne pouvaient pas se permettre le café branché du centre-ville ou le bar à smoothies bio près du centre commercial. Le sac à dos de Mia coûtait probablement plus cher que toute la garde-robe de Léo. Son téléphone était le dernier modèle. Même ses stylos avaient l'air chers, mais chaque jour depuis 1 semaine, elle était là. Même banquette près de la fenêtre, même salade Cobb qu'elle touchait à peine, même devoirs de calcul pour lesquels elle n'avait certainement pas besoin d'aide vu ses notes. Léo essayait de ne pas la fixer, vraiment. Mais il y avait quelque chose chez elle qui faisait échouer son entraînement à l'invisibilité. Peut-être la façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle se concentrait. Peut-être la tristesse qui habitait ses yeux. Le genre de tristesse qui correspondait à la sienne. Peut-être était-ce simplement qu'elle était belle d'une manière qui faisait court-circuiter son cerveau d'adolescent de 16 ans. Quoi que ce soit, Léo l'avait remarqué. Et ce mardi particulier, alors que le soleil d'octobre plongeait sous l'horizon et que le restaurant du vieux Joe se remplissait de la foule d'après l'école, Léo remarqua autre chose. La berline grise. Elle est passée une première fois à 16h47. Léo ne l'a vue que du coin de l'œil. Une Chevrolet Malibu abîmée avec des vitres teintées et une bosse sur l'aile arrière. Rien de spécial. Rien qui vaille la peine de s'en souvenir. Sauf qu'elle est revenue. 16h52. Même voiture, même passage lent devant la vitrine. Cette fois, Léo a vu le conducteur. Un homme avec une casquette de baseball noir, le visage dans l'ombre, les yeux cachés derrière des lunettes de soleil alors que le soleil était presque couché. L'estomac de Léo s'est noué. Ce vieil instinct, celui affiné par des années à rentrer à pied à travers des quartiers où chaque porte sombre pouvait cacher un danger, a commencé à murmurer. Ça cloche. Quelque chose cloche. Il a jeté un coup d'œil à Mia. Elle était penchée sur son livre de calcul, complètement absorbée, inconsciente. Ses cheveux sombres tombaient sur son visage comme un rideau, la coupant du monde. La berline est passée une troisième fois à 16h58. Cette fois, elle a ralenti jusqu'à presque s'arrêter. Le cœur de Léo s'est mis à battre la chamade. Il a posé ses frites froides, la bouche soudainement sèche. Autour de lui, le restaurant du vieux Joe était le chaos habituel. Des filles de seconde qui gloussaient devant leur téléphone. Des garçons de troisième qui se livraient à une guerre de sachets de ketchup. L'odeur éternelle de bœuf brûlé et d'huile de friture. Normal, sûr, mais cette voiture n'allait pas. Et elle s'arrêtait, juste en face de la fenêtre de Mia. Léo s'est levé sans le vouloir. Sa chaise a raclé le sol. Quelques personnes l'ont regardé. Le garçon invisible, soudainement visible. Mais leur attention s'est immédiatement détournée. Bruit de fond. Pas important. La vitre passager de la berline est descendue avec un vrombissement mécanique que Léo a pu entendre par-dessus le vacarme du restaurant. Comme si ses oreilles étaient soudainement devenues surpuissantes. Comme si l'univers mettait tout au ralenti pour qu'il puisse voir exactement ce qui allait se passer. Une main est sortie de l'obscurité à l'intérieur de la voiture. La main tenait une arme. Une très grosse, très noire, très réelle arme à feu. Le canon s'est tourné vers la banquette de Mia comme une boussole trouvant le nord. Et le corps de Léo a bougé. Il n'a pas décidé de bouger. La décision implique un choix, implique une pensée, implique le luxe de peser les options. Léo n'avait rien de tout cela. Il n'avait que l'instinct, l'adrénaline et une certitude soudaine et cristalline que s'il ne bougeait pas tout de suite,
Putain, cette belle et triste fille près de la fenêtre allait mourir. Baisse-toi. Les mots se sont arrachés de sa gorge alors que ses jambes pompaient. 4 mètres. La distance entre sa banquette d'angle et le siège de Mia près de la fenêtre. La distance entre la vie et la mort. 3 mètres. Mia a levé les yeux, confuse, ses yeux gris rencontrant son visage. Elle ne comprenait pas. Comment aurait-elle pu? Elle n'avait probablement jamais entendu de coup de feu en dehors des films. 2 mètres. Le canon de l'arme a terminé sa course. Léo pouvait voir le trou noir de la bouche du canon maintenant. Il pouvait voir la mort elle-même s'ouvrir béante. 1 mètre. Les yeux de Mia se sont écarquillés. Elle avait vu l'arme. Sa bouche s'est ouverte pour crier. 0. Léo l'a percuté comme un linebacker, comme l'athlète qu'il n'avait jamais été, qu'il ne pourrait jamais être, sauf pour ce seul moment parfait. Son épaule l'a heurté à la poitrine. Ses bras se sont enroulés autour de sa taille. Son élan les a emportés tous les deux en arrière et vers le bas alors que la chaise basculait et qu'il s'écrasait au sol dans un enchevêtrement de membres et de terreur. Léo s'est tordu en tombant. L'instinct encore s'assurant que son dos était tourné vers la fenêtre, s'assurant que son corps couvrait le sien, s'assurant que si les balles venaient, boum, 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 elle le traverserait d'abord. Le monde est devenu son et fureur. La fenêtre a explosé vers l'intérieur, le verre se transformant en 1000 poignards cristallins. Les panneaux de bois se sont fendus. Les sièges en vinyle ont éclaté en bouffées de mousse. Quelqu'un criait. Plusieurs personnes, et Léo ne pouvait pas dire si l'un de ses cris était le sien. La douleur a fleuri sur son dos comme des fleurs de feu. Une fleur sur son omoplate gauche, la première balle, une autre près de sa colonne vertébrale, juste au-dessus de sa ceinture, la deuxième balle. Une douzaine de plus petites fleurs dues aux éclats de verre et aux débris, des éclats d'une guerre pour laquelle il ne s'était jamais engagé. Mais sous lui, chaude, vivante et tremblante comme un oiseau piégé, Mia était indemne. La fusillade s'est arrêtée. Le silence s'est engouffré pour combler le vide, rompu seulement par les alarmes de voiture, les cris lointains et le son humide et laborieux de la respiration de Léo. Il a essayé de se relever, d'essayer de vérifier si Mia allait bien, mais ses bras ne fonctionnaient pas correctement. Tout semblait distant, cotonneux et anormal. Ne bouge pas. La voix de Mia, petite et aiguë. Oh mon Dieu, ne bouge pas. Tu es... Il y a tellement de sang. Elle voulait dire du sang. Léo pouvait le sentir maintenant, chaud et collant, imbibant son t-shirt de friperie, s'accumulant sous eux deux. Son sang, venant des trous dans son dos, se faire tirer dessus faisait beaucoup plus mal que ce que les films laissaient paraître. Je vais bien, marmonna Léo, bien que ce ne soit absolument pas le cas. Sa vision faisait des choses bizarres, les barges devenant flous et gris. Tu vas bien? Tu es blessé par balle, tu es... Merde, tu es blessé par balle. Mia pleurait maintenant, ses mains sur son visage, ses yeux gris noyés de larmes et de terreur. Pourquoi as-tu... Tu ne me connais même pas. Pourquoi ferais-tu ça? Léo a essayé de sourire. Ça ressemblait probablement plus à une grimace. Ça semblait être la chose à faire. Quelque part au loin, des sirènes ont commencé à hurler. Plus près, beaucoup plus près, Léo a entendu le rugissement de moteurs de moto, beaucoup d'entre eux, comme un essaim de frelons mécaniques, convergeant tous vers ce restaurant de hamburgers merdique dans ce quartier merdique de la ville. Mia les a entendus aussi. Ses larmes se sont arrêtées comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle a cherché son téléphone avec des mains tremblantes et couvertes de sang, a composé un numéro abrégé, l'a porté à son oreille. Code rouge, a-t-elle dit, sa voix soudainement froide et contrôlée malgré les larmes encore sur ses joues. Chez le vieux Joe sur Riverside, ils m'ont trouvé. Une pause. Je vais bien, mais le garçon qui m'a sauvé, papa, il est en train de mourir. Papa. Léo a essayé de demander ce qu'elle voulait dire, mais l'obscurité se refermait rapidement maintenant, les bords gris de sa vision rampant vers le centre. La dernière chose qu'il a vue, c'est le visage de Mia planant au-dessus de lui comme une lune, belle, terrible et effrayée. La dernière chose qu'il a entendue, c'est le tonnerre des motos, de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il fasse trembler les vitres brisées et vibrer ses os. La dernière chose qu'il a sentie, c'est la main de Mia agrippant la sienne,
se tenant à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde devenu fou. Puis, l'obscurité l'a englouti tout entier. Mia avait vécu toute sa vie en sachant que ce jour pourrait arriver. Quand on est la fille de Rocco LaRock Valentino, vice-président du club de motards des Phantom Kings, exécuteur de la justice du club, collecteur de dettes monétaires et de sang, on grandit en comprenant que les péchés du père deviennent les vulnérabilités de l'enfant. On devient une cible, un point de pression, une pièce sur un échiquier où jouent des hommes qui mesurent la loyauté en cicatrices et règlent les différends par la violence. Son père avait essayé de lui donner une vie normale. École privée, cours de ballet, une chambre peinte en lavande, avec de la vraie lavande, putain, dans des vases sur le rebord de la fenêtre. Il avait essayé de construire un mur entre elle et le monde qu'il habitait, le monde du cuir, du chrome et de la fraternité payée par le sang. Mais le mur avait des fissures et il y a 3 semaines, ces fissures étaient devenues des gouffres lorsque le nid de vipères, des rivaux, des ennemis, des cafards, avait incendié le clubhouse des Phantom Kings dans une attaque coordonnée qui avait laissé 2 frères à l'hôpital et un dans la tombe. La guerre avait été déclarée et en temps de guerre, il n'y a pas de non-combattants. Mia avait donc été déplacée, retirée de son académie privée et parachutée au lycée de Riverside sous un faux nom de famille. Son identité effacée des réseaux sociaux, chacun de ses mouvements surveillés par des prospects du club qui ressemblaient à des étudiants, mais portaient des armes dissimulées et connaissaient 17 manières de tuer un homme à main nue. On lui avait dit de se fondre dans la main, de ne se faire aucun ami, de ne pas attirer l'attention, de survivre jusqu'à la fin de la guerre. Elle s'en sortait si bien, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'un garçon aux yeux doux et au basket bon marché se jette dans une pluie de balles qui lui était destinée. Maintenant, à genoux dans une flaque grandissante du sang de ce garçon, Mia sentit le dernier semblant de sa vie normale se briser comme la fenêtre derrière eux. « Code rouge », répéta-t-elle dans le téléphone, surprise de la fermeté de sa voix. Entraînement. Son père l'avait exercé à ce scénario depuis qu'elle avait 8 ans. Chez le vieux Joe sur Riverside. Ils m'ont trouvé. « Es-tu touché? » La voix de son père était du granit fesson, dur, inflexible, contenant à peine le magma de rage en dessous. « Non, je vais bien, mais le garçon qui m'a sauvé... » Mia baissa les yeux sur le visage pâle de Léo, sur le sang qui bouillonnait entre ses lèvres. « Papa, il est en train de mourir. Les prospects sont à 3 minutes. L'ambulance à 5. Maintiens la pression sur les blessures. Ne le quitte pas. » La ligne a été coupée. Mia a laissé tomber son téléphone et a pressé ses 2 paumes contre le dos de Léo, sentant le sang chaud pulser entre ses doigts. Autour d'eux, le restaurant du vieux Joe s'était transformé en un chaos hurlant. Des gens se piétinant pour atteindre les sorties, quelqu'un criant d'appeler les secours. L'odeur de poudre à canon se mélangeant à la graisse de hamburger et à la terreur adolescente. « Reste avec moi », murmura Mia au garçon inconscient sous elle. « S'il te plaît, reste avec moi. Tu ne peux pas mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. » Il l'avait sauvée. Ce gamin au hasard à qui elle n'avait jamais parlé, qu'elle n'avait jamais remarqué, avait vu la mort arriver et avait choisi de se tenir entre elle et les balles. Aucune hésitation. Aucune pensée pour lui-même. Juste un héroïsme pur, stupide, magnifique. Le genre d'héroïsme que son père respecterait. Le genre d'héroïsme qui créait une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. Les moteurs de moto sont arrivés les premiers, un mur de son qui a fait vibrer les vitres survivantes. À travers la façade brisée du vieux Joe, Mia les a vus. Une douzaine de motos, peut-être plus. Des Harley-Davidson pour la plupart. Leurs pilotes vêtus de gilets en cuir arborant le logo des Phantom Kings, un crâne couronné avec des ailes de flamme. Ils ont formé un périmètre autour du bâtiment avec une précision militaire. Les motos positionnées le nez vers l'extérieur, les moteurs au ralenti, les pilotes scrutant la rue, les mains posées sur des armes dissimulées, sécurisant la scène, protégeant leur princesse. 2 d'entre eux, Bull et Reaper, ses ombres habituelles, sont descendus de leur moto et ont couru à travers l'entrée détruite. Bull mesurait 1,95 m et était bâti comme son homonyme, avec un crâne rasé couvert de runes nordiques. Reaper était plus petit, plus mince, mais ses yeux contenaient le genre de calcul froid qui rendait les gens intelligents nerveux.
Princesse, gronda Bull, s'agenouillant à côté d'elle. Ses mains massives se sont immédiatement posées sur le cou de Léo, trouvant un pouls. Ça va? Ce n'est pas moi qui me vide de mon sang, rétorqua Mia. Aidez-le. Reaper sortait déjà une trousse de premier secours de son gilet. Trou d'entrée, haut du dos, trou de sortie. Il a légèrement roulé Léo et Mia a vu le devant de la chemise du garçon imbibé de sang. Merde. Les deux ont traversé. Les poumons sont probablement perforés. Il se noie. Alors faites quelque chose. Le contrôle de Mia se fissurait maintenant, la peur s'infiltrant. Il m'a sauvé. Il l'a. Sauvez-le, bordel. Les mains de Bull se sont déplacées avec une douceur surprenante pour quelqu'un d'aussi massif, tassant de la gaie dans les blessures pendant que Reaper installait une perfusion. Ce n'étaient pas des ambulanciers, mais dans le monde des clubs de motards, on apprend à soigner les blessures par balle ou on ne survit pas longtemps. L'ambulance est arrivée 90 secondes plus tard, sirène hurlante, mais à ce moment-là, Léo était stabilisé, à peine. Les ambulanciers ont jeté un coup d'œil à la scène, au cercle de motards, aux mains ensanglantées de Mia, et ont sagement posé aucune question. Alors qu'ils chargeaient Léo sur une civière, Mia a essayé de suivre. La main de Bull sur son épaule l'a arrêté. Ordre de ton père. Tu viens avec nous. Mais maintenant, princesse. Mia a regardé une dernière fois la forme inconsciente de Léo, mémorisant son visage. La mâchoire acérée qui semblait trop anguleuse, comme s'il ne mangeait pas assez. Les sourcils sombres qui étaient trop expressifs pour quelqu'un qui essayait si fort d'être invisible. La bouche généreuse qui lui avait souri. Vraiment souri, comme si elle valait la peine qu'on lui sourit avant que le monde n'explose. « Je te verrai à l'hôpital, » murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. « Je te le promets. » Puis Bull la souleva comme si elle ne pesait rien, la portant vers les motos alors que les voitures de police commençaient à arriver. Mia a aperçu ses devoirs de calcul, toujours sur la table, maintenant décorés d'éclaboussures de sang et de verres brisés. Je suppose qu'elle n'aurait pas besoin de les rendre, après tout. Reaper avait déjà démarré sa moto. Mia est montée derrière lui en roulant ses bras autour de sa taille gainée de cuir, puis ils se sont mis en mouvement, tout le convoi s'éloignant du vieux Joe avec un rugissement qui a noyé les sirènes de la police. Ils se sont dirigés vers l'est, vers l'hôpital Mercy General. Mais d'abord, ils ont fait un arrêt. Le clubhouse des Phantom Kings se trouvait sur un terrain clôturé de 2 hectares à la périphérie industrielle de la ville. Un entrepôt reconverti entouré de motos et de fraternités, le terrain sacré où les affaires du club étaient menées et la justice du club rendue. Mia avait grandi ici dans l'appartement au-dessus de la salle de réunion, bercée par le grondement des moteurs et les rires d'hommes qui tueraient pour elle sans hésitation. Les motos sont entrées dans l'enceinte et Mia a vu le reste du club assemblé. Tous. Chaque membre portant l'écusson, chaque prospect, chaque sympathisant qui avait gagné assez de confiance pour être invité à l'intérieur de la clôture en temps de crise. Et se tenant au centre de tous, les bras croisés sur sa poitrine massive, le visage taillé dans la pierre et la fureur, son père, Rocco Le Rock Valentino. Il avait 42 ans et semblait avoir été sculpté par un dieu en colère. 1,90 m, 109 kilos de muscles et de tissu cicatriciel, avec un crâne rasé tatoué de flammes et une barbe qui était plus grise que noire ces jours-ci. Il avait gagné son nom de route à l'ancienne en étant l'objet inamovible, la force incassable, l'homme qui ne reculait jamais devant un combat et n'en avait jamais perdu un qui comptait. Il portait son gilet, le gilet en cuir qui proclamait son rang et sa fraternité par-dessus un T-shirt noir. Ses bras massifs couverts d'encre qui racontaient l'histoire d'une vie vécue durement. À sa main gauche, il portait son alliance. À sa droite, sa bague de promotion du Vietnam. La mère de Mia était morte en la mettant au monde. La bague à la main gauche de Rocco n'avait jamais été enlevée. Alors que Mia descendait de la moto, les yeux de son père la suivirent avec l'intensité d'un prédateur identifiant sa proie. Il cherchait des blessures, du sang qui pourrait être le sien, tout signe que sa fille, son monde, avait été blessée. Elle sut le moment où il confirma qu'elle était en sécurité car ses épaules se détendirent d'une quantité microscopique. Puis ses yeux trouvèrent le sang sur ses mains et ses vêtements et sa mâchoire se transforma en granit. « Rapport », gronda-t-il. Bull s'avança. Fusillade en voiture à l'angle de Riverside et de la 12e. Chevrolet Malibu grise.
Bose sur l'aile arrière, vitre teintée. Rafale automatique, 30 cartouches minimum. La princesse n'a pas été touchée. Le garçon, la voix de Rocco aurait pu gravir le verre. État critique, 2 blessures par balle dans le dos, qui ont traversé. Il a couvert la princesse de son corps. Il a pris toutes les balles. Bull fit une pause. Il lui a sauvé la vie, Rock. Le silence tomba sur les membres du club assemblés. Chacun d'eux comprenait ce que cela signifiait, ce que cela devait signifier. On ne sauvait pas la fille d'un Phantom King pour repartir les mains vides. Ce n'était pas comme ça que ce monde fonctionnait. Rocco se tourna vers Mia. Son expression s'adoucit, à peine, mais suffisamment. Raconte-moi. Alors elle le fit. Elle lui a parlé de la berline grise qui tournait, du cri d'avertissement de Léo, de la façon dont il avait franchi la distance entre eux en quelques battements de cœur, comment il avait couvert son corps avec le sien, comment il avait pris des balles qui lui étaient destinées sans hésitation ni question. Il ne savait pas qui j'étais, termina Mia, la voix brisée. Il a juste vu quelqu'un en danger et il a bougé. Rocco la fixa un long moment, puis il regarda Ghost, le président du club, un homme mince aux cheveux argentés et à l'autorité tranquille qui poussait les gens à obéir instinctivement. Les vipères? Demanda Ghost. Ça doit être eux, répondit Rocco. Ils ont fait fuiter sa position. C'était un contrat. On ne peut pas laisser passer ça. Non, acquiesça Rocco. On ne peut pas. Il regarda de nouveau Mia et son expression se mua en quelque chose qu'elle voyait rarement. De la vulnérabilité. Ma puce, je dois partir en guerre, mais je dois aussi être là quand ce garçon se réveillera. Aide-moi à établir les priorités. C'était le plus grand signe de respect qu'il pouvait lui donner, lui demander son avis sur les affaires du club, la traiter comme une égale plutôt que comme une enfant à protéger. Mia n'hésita pas. Le garçon d'abord, la guerre ensuite. Elle croisa le regard de son père. Il m'a sauvé, papa. Cette dette passe avant la vengeance. Rocco hocha lentement la tête, une lueur de fierté traversant son visage balafré, puis il se tourna vers le club assemblé. Prospect, trouvez cette Malibu. Je veux le conducteur et le tireur dans l'entrepôt avant minuit. Vivant. Sa voix tomba à un registre qui faisait frissonner les hommes adultes. J'ai des questions qui attendent des réponses. Reaper, Bull, sécurité de l'hôpital. Personne n'approche ce gamin sans mon approbation. Je me fiche que Dieu lui-même se pointe avec un bouquet. Ghost rassemble une équipe de chasse. Les vipères viennent de déclarer la saison ouverte. Il est temps de leur montrer ce qui se passe quand on s'en prend à la famille d'un roi. Et moi? C'était Snake, le sergent d'armes du club, un vétéran balafré aux yeux morts et aux mains rapides. Le sourire de Rocco n'avait rien d'humain. Tu m'aides à trouver comment remercier un gamin de 16 ans d'avoir pris des balles destinées à ma fille. Parce que quoi qu'on lui donne, ce ne sera pas assez. Le club éclata en un sombre accord, les poings frappant les tables, les voix s'élevant dans une fureur unifiée. C'étaient les Phantom Kings dans leur forme la plus dangereuse, non pas dispersés et chaotiques, mais concentrés et unis derrière un seul but, la justice. Mais alors que le club s'organisait pour la guerre, que les moules rugissaient et que les armes étaient distribuées et les plans faits, Rocco se dirigea vers Mia et la serra dans ses bras, une étreinte qui sentait le cuir, l'huile de pistolet et la sécurité. « Ça va, ma puce? » murmura-t-il dans ses cheveux. « Vraiment, ça va? » Billet hocha la tête contre sa poitrine, se laissant être petite pour un instant, se laissant être la petite fille à son papa, au lieu de la princesse qui devait être forte. « Il a été si courageux, papa, » murmura-t-elle en retour. « Il ne me connaissait même pas, et il a été si courageux. Alors nous nous assurerons que sa bravoure a signifié quelque chose, promit Rocco. Nous nous assurerons qu'il ne regrette jamais de t'avoir sauvé. » Il recula, la tenant à bout de bras, ses mains cailleuses douces sur ses épaules. « Maintenant, va te nettoyer, change de vêtements. Tu es couverte de son sang, et quand il se réveillera, je ne veux pas que ce soit la première chose qu'il voit. » Mia hocha la tête et se dirigea vers les escaliers de sa chambre. À mi-chemin, elle s'arrêta et regarda son père. « Papa, son nom est Léo, Léo Martinez. » Rocco répéta le nom comme une prière ou une promesse. « Léo Martinez, le garçon qui a sauvé ma fille. »
Il hocha lentement la tête. C'est un nom qui va compter dans cette ville. C'est un nom dont les Phantom Kings se souviendront. Et quand les Phantom Kings se souviennent de votre nom, vous faites partie de la famille, que vous le vouliez ou non. Bip, bip, bip. Le son tira Léo de l'endroit où il était, un lieu sombre, calme et étrangement paisible. Le bip était agaçant, insistant, comme un réveil qu'il ne pouvait pas éteindre. Il essaya de bouger son bras pour le frapper, et c'est là que la douleur se présenta. Bordel de merde. Tout son dos était en feu, des flammes léchant sa colonne vertébrale et ses omoplates. Chaque respiration était comme si quelqu'un le poignardait avec des couteaux chauds. Sa bouche avait un goût de cuivre et de boules de coton. Les yeux de Léo s'ouvrirent brusquement. Plafond blanc, lumière fluorescente, l'odeur de désinfectant et de cire pour sol. Une machine à côté de lui faisant ce satané bip et une perfusion dans son bras gauche. Hôpital. La mémoire revint en trombe. L'arme, la fenêtre, les yeux gris de Mia écarquillés de terreur, l'impact des balles perforant son dos, le sang, les cris, le « Doucement, gamin, n'essaie pas de t'asseoir ». La tête de Léo se tourna vivement vers la voix, et même ce petit mouvement envoya une agonie fulgurante le long de sa colonne vertébrale. Assis sur une chaise à côté de son lit, se trouvait un homme qui semblait avoir été taillé dans une montagne puis tatoué par un artiste ivre. Crâne chauve couvert de tatouages de flammes, barbe grise, des épaules qui pourraient probablement supporter une voiture. Des bras comme des troncs d'arbres couverts d'encre qui racontaient des histoires que Léo ne pouvait pas lire. L'homme portait un gilet en cuir, un coat, que le cerveau de Léo fournit de quelque part, avec des écussons, des pins et un patch dans le dos qui disait Phantom Kings MC, Club de motards. Cet homme était dans un club de motards et il était assis à côté du lit d'hôpital de Léo, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Qui? La voix de Léo sortit comme un croassement. Sa gorge était comme du papier de verre. L'homme attrapa un gobelet en plastique avec une paille, le porta aux lèvres de Léo. Bois. Petite gorgée. Léo obéit, trop confus et souffrant pour discuter. L'eau était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. Mieux, demanda l'homme. Léo hocha la tête. Alors où est-ce Mia? Elle va bien. Pas une égratignure. L'expression de l'homme s'adoucit légèrement. Grâce à toi. Le soulagement inonda Léo, si intense qu'il éclipsa presque la douleur. Elle allait bien. Il l'avait fait. Elle était... Qui êtes-vous? Réussit à dire Léo. L'homme se rassit dans sa chaise qui grinça sous son poids. Je m'appelle Bull. Je suis un frère des Phantom Kings. J'ai été assis ici pour m'assurer que personne ne te dérange pendant que tu cuves le pire. Combien de temps ai-je? 14 heures. Tu as fait un arrêt dans l'ambulance, mais les médecins t'ont ramené. 2 balles. Une a fait s'affaisser ton poumon, l'autre a raté ta colonne vertébrale d'à peine 1 centimètre. Tu as eu de la chance. Léo ne se sentait pas chanceux. Il avait l'impression d'avoir été heurté par un camion, puis qu'on lui avait roulé dessus pour faire bonne mesure. Mon abuela, dit-il soudain, la panique montant. Ma grand-mère, elle va s'inquiéter. Elle n'a pas les moyens. Déjà réglé, interrompit Bull. Elle est venue 2 fois, une gentille dame. Ne parle pas beaucoup anglais, mais elle serre fort dans ses bras. Il sourit légèrement. Le club s'est assuré qu'elle rentre chez elle en sécurité les 2 fois. On a aussi payé une infirmière pour qu'elle ait passé la voir tous les jours pendant que tu es cloué au lit. Léo le fixa. Quoi? Les factures d'hôpital aussi. Tout. C'est couvert. Je ne peux pas. Le cerveau de Léo essayait de traiter l'information et échouait. Je n'ai pas d'assurance. Je ne peux pas vous rembourser. Je ne peux pas. Tu ne rembourseras pas 1 centime, merde, dit Bull sur un ton qui n'admettait aucune discussion. Tu as pris des balles destinées à quelqu'un de précieux pour ce club. Pour nous, on te doit quelque chose. Tu ne nous dois rien. La tête de Léo tournait, et pas seulement à cause des analgésiques. Je ne comprends pas. Bull se pencha en avant, les coudes sur les genoux, son expression sérieuse. Cette fille que tu as sauvée, Mia, c'est de la fille de Rocco Valentino. Rocco est notre vice-président. C'est de la royauté du club, ce qui signifie que les balles que tu as prises étaient destinées à blesser cette fraternité. Je ne savais pas, murmura Léo. J'ai juste vu l'arme et... On sait que tu ne savais pas.
C'est ce qui rend la chose importante. Bull se leva et Léo réalisa que l'homme était encore plus grand qu'il ne l'avait pensé, facilement 1,95 m, peut-être 113 kilos de muscles. Tu ne l'as pas fait pour une récompense ou une reconnaissance. Tu l'as fait parce que c'était juste. C'est rare, gamin. C'est précieux. Avant que Léo ne puisse répondre, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et Rocco Valentino entra. Léo avait trouvé Bull intimidant, mais Rocco était tout autre chose. Il irradiait le danger comme le soleil irradie la chaleur, constant, inéluctable, potentiellement mortel. Son visage semblait avoir été brisé et reconstruit plusieurs fois, avec un nez qui avait clairement été du mauvais côté de plusieurs combats et une cicatrice qui courait de son sourcil gauche à sa mâchoire. Mais c'était ses yeux qui maintenaient Léo figé, sombre, intelligent, et l'examinant actuellement avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être un insecte sous un microscope. C'est lui? La voix de Rocco était du gravier dans une bétonnière. Ouais, Rock, c'est Léo Martinez. Rocco s'approcha lentement du lit, délibérément, comme s'il donnait à Léo le temps de traiter sa présence. Il tira une deuxième chaise, une chaise normale qui semblait comiquement petite sous lui, et s'assit avec les coudes sur les genoux, imitant la posture antérieure de Bull. Pendant un long moment, il se contenta de regarder Léo, de l'étudier, de l'évaluer. Léo lutta contre l'envie de se tortiller. Finalement, Rocco parla. « Tu sais qui je suis? » « Le père de Mia, » dit Léo, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. « Et le vice-président des Phantom Kings. » C'est exact. L'expression de Rocco ne changea pas. « Tu sais ce que tu as fait hier? » J'ai essayé d'aider. Tu t'es jeté sur ma fille alors que des balles traversaient cette fenêtre. Tu as pris 2 balles dans le dos. Tu aurais pu mourir. La mâchoire de Rocco se serra. Tu aurais dû mourir. Les médecins ont dit que si cette deuxième balle avait été 1 centimètre plus à droite, elle aurait sectionné ta colonne vertébrale. Tu serais paralysé. Léo déglutit difficilement. Est-ce que Mia va vraiment bien? Et c'est là que l'expression de Rocco se fissura. Pas beaucoup, juste un léger adoucissement autour des yeux, une relaxation à peine perceptible dans ses épaules. Mais c'était là. Elle est parfaite, pas une égratignure. Tu t'en es assuré. Rocco tendit lentement la main, signalant son mouvement, et saisit l'avant-bras de Léo. Sa main était rugueuse, cailleuse, balafrée. La main d'un homme qui avait vécu durement et s'était battu plus durement encore. Tu m'as fait le plus grand cadeau que quiconque m'ait jamais fait. Tu m'as donné la vie de ma fille. Léo ne savait pas quoi répondre à cela. Que pouvait-on dire? Je n'y ai pas vraiment pensé, admit-il. J'ai juste bougé. Je sais, c'est ce qui rend ça honorable. Rocco relâcha le bras de Léo et se rassit. La plupart des gens se figent quand les balles commencent à voler. C'est une réaction humaine naturelle. Mais toi, tu as couru vers le danger pour sauver une fille que tu ne connaissais même pas. Je la connais, dit doucement Léo. Enfin, je ne la connais pas, mais je l'ai vue. À l'école, elle a l'air. Il s'interrompit, ne sachant pas comment terminer cette phrase. Gentille, triste, belle. Tout cela semblait inadéquat. Seule, termina Rocco pour lui. Oui, elle l'est. Être ma fille a un prix. Difficile de se faire des amis quand ton père est dans un club de motards et que ta vie est potentiellement en danger. Il se leva et Léo remarqua pour la première fois qu'il y avait d'autres personnes dans le couloir devant sa chambre. Des hommes en gilet, montant la garde. « Je dois te demander quelque chose d'important, » dit Rocco, « et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Peux-tu le faire? » Léo hocha la tête, même si bouger la tête lui envoyait une douleur fulgurante dans le cou. Les types qui ont fait ça, les vipères, ce sont nos ennemis. Ils nous ont testés, ont repoussé les limites. Et cette fusillade, c'était une escalade, un acte de guerre. L'expression de Rocco se durcit. Nous allons répondre. Ce n'est pas une question. Mais avant de le faire, j'ai besoin de savoir. Te souviens-tu de quelque chose à propos du tireur, de la voiture, quelque chose qui pourrait nous aider? Léo ferma les yeux, essayant de tirer des détails du chaos de sa mémoire. Chevrolet Malibu grise, ancien modèle, une bosse sur l'aile arrière, côté conducteur, vitre teintée. Je n'ai pas vu le visage du tireur, juste son bras et l'âme. Quand il ouvrit les yeux, Rocco souriait. Ce n'était pas un beau sourire.
C'est plus que suffisant. On a déjà trouvé la voiture, abandonnée à 3 rues d'ici, nettoyée, mais maintenant, on sait ce qu'on cherche. Il fit un signe de tête à Bull. Envoie ça à Reaper. Dis-lui de vérifier les caméras de circulation dans un rayon de 5 rues. Cette bosse est distinctive. Bull sortit son téléphone et entra dans le couloir. Rocco se retourna vers Léo. Tu as besoin de quelque chose, de la nourriture, des livres, quelqu'un pour menacer les infirmières de te donner de meilleurs analgésiques? Malgré tout, Léo faillit sourire. Je vais bien. Non, t'es un gamin de 16 ans qui se remet de blessures par balle. Tu ne vas pas bien, mais tu iras mieux. Rocco se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ta grand-mère, Maria, c'est ça? C'est une bonne femme, morte d'inquiétude pour toi. On s'assure qu'on s'occupe d'elle pendant que tu es ici. Et quand tu sortiras, il se retourna et son expression était sérieuse. Quand tu sortiras, on parlera de l'avenir, des options. Des options? Tu as sauvé ma fille. Cette dette ne se paie pas en espèces ou en poignées de main. Elle se paie en famille. Le regard de Rocco était intense. Les Phantom Kings prennent soin des leurs. Et que tu le saches ou non, à la seconde où tu t'es jeté sur ces balles, tu es devenu l'un des nôtres. Sur cette déclaration énigmatique, il partit, ses bottes lourdes sur le sol en linoléum. Léo resta là, son esprit tourbillonnant. Famille, qu'est-ce que cela signifiait même? Il n'eut pas longtemps à se poser la question. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau et Mia entra. Elle avait l'air différente de la fille intouchable de l'école. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, son visage était démaquillé et elle portait un sweat à capuche trop grand, probablement emprunté à quelqu'un du club. Elle avait l'air plus jeune, plus vulnérable, plus réelle. « Salut », dit-elle doucement, hésitant près de la porte comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit de s'approcher. « Salut », fit d'écho Léo. Son cœur faisait des choses bizarres dans sa poitrine, et il ne pensait pas que c'était lié au poumon affaissé. « Je voulais venir plus tôt, mais papa a dit que je devais attendre que tu sois réveillé et... » Elle s'interrompit, se mordillant la lèvre inférieure. « Je peux m'asseoir? »« Oui, bien sûr. » Elle rapprocha la chaise que Rocco avait libérée du lit et s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Finalement, Mia dit « Merci ». Léo secoua doucement la tête, conscient de la douleur. « Tu n'as pas à me remercier. Si je dois. Tu m'as sauvé la vie. Tu as failli mourir en me sauvant la vie. » Ses yeux brillaient de larmes non versées. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne me connais même pas. » « Je voulais te connaître, ennemi Léo, avant que son cerveau ne puisse arrêter sa bouche. Je veux dire, pas d'une manière glauque, juste, tu avais l'air intéressante et triste, et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être être amis. » Une larme coula sur la joue de Mia. « Eh bien, nous sommes définitivement plus que des amis maintenant. On ne peut pas prendre des balles pour quelqu'un et rester au niveau de l'amitié. » À quel niveau sommes-nous alors? Mia rit, un son humide, légèrement hystérique. « Je ne sais pas. Lié à vie? Tu es coincé avec moi pour toujours. » Elle essuya ses yeux. « Papa a déjà décidé que tu faisais partie de la famille. Ce qui, je te préviens, signifie que tu vas probablement avoir des motards qui te suivent partout dans un avenir proche. Ils sont très protecteurs. »« J'ai remarqué, » dit sèchement Léo, pensant aux gardes dans le couloir. « Je suis désolé, » dit soudain Mia. « Je suis désolé que tu aies été blessé à cause de moi. Je suis désolé que ma vie soit si compliquée que les gens me tirent dessus. Je suis désolé. » « Arrête. » Léo tendit son bras valide, celui sans la perf, et prit sa main. Sa peau était douce, chaude, vivante. « Tu n'as pas demandé à ces types de te tirer dessus. Tu n'as pas mis cette arme dans leurs mains. Ce n'est pas de ta faute. » Mia serra fort sa main, comme si elle essayait de s'ancrer à quelque chose de réel. « Tu es trop gentil, tu sais, beaucoup trop gentil pour ce monde. Il faut bien que quelqu'un le soit. » Ils restèrent assis comme ça pendant un moment, main dans la main, sans parler. Par la fenêtre, Léo pouvait voir le soleil se coucher, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Un autre jour de survie. Un autre jour plus près de quoi? Il ne savait plus. Toute sa vie avait été une question de survie, de joindre les deux bouts, de rester invisible, d'arriver à demain. Mais maintenant, allongé dans ce lit d'hôpital avec la main de Mia dans la sienne et des membres de club de motards gardant sa porte, la survie semblait être la plus petite partie d'une équation beaucoup plus grande. Qu'est-ce qui se passe maintenant?
demanda-t-il doucement. Mia le regarda avec ses yeux gris qui avaient hanté ses rêves chez le vieux Joe. Maintenant, tu guéris. Et ensuite? Elle sourit, et c'était à la fois une promesse et un avertissement. Ensuite, on découvre ce que ça veut dire de faire partie de la famille des Phantom Kings. Quelque chose disait à Léo que ses jours d'invisibilité étaient terminés. Que ce soit bon ou mauvais, il devrait attendre pour le savoir. Léo a passé 3 jours de plus à l'hôpital, 3 jours d'infirmières vérifiant ses signes vitaux toutes les 4 heures, de kinésithérapeutes l'aidant à s'asseoir sans crier, de médecins palpant ses blessures et faisant des bruits de gorge pensifs qui pouvaient signifier soit « ça guérit bien », soit « tu pourrais y rester ». 3 jours où son abuela venait le voir chaque matin, serrant son chapelet et pleurant de soulagement, lui caressant les cheveux et l'appelant son « pequeño tonto valiente », son brave petit fou. 3 jours où Mia venait le voir chaque après-midi, faisant ses devoirs sur la chaise à côté de son lit, lui lisant parfois des passages à voix haute quand les analgésiques le rendaient trop vaseux pour se concentrer sur ses propres manuels. Et 3 jours d'une garde tournante de membres des Phantom Kings montant la garde devant sa chambre. C'est devenu une routine à laquelle Léo s'est presque habitué. Bull le matin, calme et stable, lisant des magazines de moto et apportant parfois à Léo des barres chocolatées de contrebande quand les infirmières ne regardaient pas. Reaper l'après-midi, tout en énergie contenue et en humour noir, apprenant à Léo à jouer aux échecs sur un jeu de voyage usé. Snake la nuit, silencieux comme son homonyme, irradiant une menace envers quiconque s'approchait de la porte. Le 2e jour, les infirmières ont cessé de poser des questions. Le 3e jour, elles ont commencé à apporter du café aux gardes. Le plus étrange, c'est que Léo se sentait plus en sécurité qu'il ne l'avait jamais été dans sa vie. Même dans un lit d'hôpital, même avec des trous dans le dos et un poumon affaissé qui se regonflait, et sachant que quelqu'un avait essayé de tuer Mia, il se sentait protégé. C'était une sensation étrangère. Le matin du 4e jour, le docteur Patel, une femme pragmatique dans la cinquantaine avec des yeux doux et aucune patience pour les conneries, a donné à Léo la nouvelle qu'il attendait. « Vous guérissez bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, votre âge aide. Les jeunes corps se remettent plus vite. Mais vous aurez besoin de kinésithérapie pendant au moins 6 semaines. Pas de charge lourde pendant 3 mois. Et ça, elle tapota les bandages sur son dos, laissera des cicatrices importantes. Ce n'est pas grave, dit Léo. Il n'avait jamais été le genre de garçon à s'inquiéter de son apparence. Et honnêtement, des cicatrices semblaient un juste prix pour la vie de Mia. Vous pouvez rentrer chez vous cet après-midi, continua le docteur Patel. Mais je veux que vous me promettiez de suivre le programme de kiné. Pas de raccourci, pas de cinéma de gros dur. Votre dos a subi un traumatisme sérieux, et si vous ne le laissez pas guérir correctement, vous pourriez avoir des problèmes à vie. Je le promets. Elle l'étudia un moment, puis jeta un coup d'œil à la porte, où Bull occupait actuellement la majeure partie de l'encadrement. Vos amis ont été très attentifs. Ouais, dit Léo, ne sachant pas quoi répondre d'autre. Ils ont payé toute votre facture d'hôpital, en espèces. L'expression du docteur Patel était soigneusement neutre. Ça n'arrive pas souvent. Ils sont reconnaissants, et eux. Elle prit une note sur sa tablette. Eh bien, reconnaissant ou non, assurez-vous qu'ils comprennent que vous n'êtes pas invincible. Vous avez survécu parce que vous avez eu de la chance. La prochaine fois, elle secoua la tête. Essayez de ne pas vous faire tirer dessus, Monsieur Martinez. Je ferai de mon mieux. Après son départ, Bull entra dans la pièce en souriant. J'ai entendu la bonne nouvelle. Tu sors. On dirait bien. Rocco veut te voir avant que tu partes. T'es d'attaque pour une visite ou t'as besoin de plus de repos? Le pouls de Léo s'accéléra. Il n'avait pas vu Rocco depuis ce premier jour, bien que Mia ait mentionné que son père s'occupait des affaires. Ce qui, Léo l'apprenait, était un code pour faire des trucs effrayants de club de motards dont on ne parle pas en société. « Je suis d'attaque, » dit Léo. Bull hocha la tête et sortit dans le couloir. 30 secondes plus tard, Rocco Valentino entra et la pièce parut soudain plus petite. Aujourd'hui, Rocco portait son gilet complet, tous les écussons et pins qui signifiaient des choses dans le monde des clubs de motards que Léo commençait seulement à comprendre. Mais c'était l'expression sur son visage qui noua l'estomac de Léo. De la satisfaction mêlée à quelque chose de plus sombre, de plus final.
Comment tu te sens, gamin? Demanda Rocco en tirant la chaise désormais familière. Mieux, prête à sortir d'ici. Bien, parce qu'on doit parler. Rocco se pencha en avant, sa voix baissant. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos de la voiture? Léo hocha la tête. Cette bosse que tu as mentionnée, on l'a trouvée. Une caméra de circulation a filmé la Malibu à 2 rues du Vieux Joe, se dirigeant vers l'est. On a vérifié la plaque. Volée, bien sûr, mais le numéro de série nous a menés à un garage clandestin en territoire vipère. La bouche de Léo devint sèche. Vous avez trouvé le tireur. On a trouvé toutes les personnes impliquées. Le sourire de Rocco était froid. Le conducteur, le tireur et le lieutenant des vipères qui a ordonné le contrat. Ils ont eu des choses intéressantes à dire une fois qu'on les a convaincus de parler. Léo ne demanda pas ce que convaincu signifiait. Il n'était pas sûr de vouloir le savoir. C'est fini pour eux, continua Rocco. Le conducteur et le tireur sont en train de s'expliquer à la police, avec des aveux complets et des preuves qu'on a peut-être aidé à arranger. Ils seront en prison pour les 20 prochaines années, au minimum. Et le lieutenant? L'expression de Rocco s'assombrit. Il n'ordonnera plus de contrats. La finalité de ces mots s'abattit sur la pièce comme un linceul. Léo comprit ce qui n'était pas dit, ce qui ne pouvait pas être dit, ce qui s'était passé dans un entrepôt, une cave ou un endroit sombre que les Phantom Kings utilisaient pour leur forme de justice. Il aurait dû être horrifié, aurait dû avoir peur. Au lieu de cela, il ressentit une sombre satisfaction. Ces hommes avaient essayé de tuer Mia, l'avaient blessée, et maintenant ils en subissaient les conséquences. Était-ce mal? Probablement. Mais assis dans ce lit d'hôpital, son dos encore lancinant à chaque respiration, Léo avait du mal à se soucier de l'ambiguïté morale. « Merci, dit-il doucement. Les sourcils de Rocco se haussèrent. « Tu me remercies? Vous vous êtes assuré qu'il ne pourrait ne plus blesser personne. » « Et comment? » Rocco plongea la main dans son gilet et en sortit une enveloppe. « Ce qui m'amène à la raison de ma présence. Tu sors aujourd'hui, ce qui signifie que tu retournes à la vie réelle. L'école, ta grand-mère, tout ça. Mais cette vie va être différente maintenant. » Il tendit l'enveloppe à Léo. À l'intérieur se trouvait une liasse de billets, tous des billets de 100, facilement 5000 $. « Je ne peux pas, commença Léo. « Ce n'est pas de la charité, interrompit Rocco. C'est une compensation. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu as perdu. » Il énuméra sur ses doigts. « Tu as manqué une semaine d'école. Tes vêtements ont été détruits. Ta grand-mère a été stressée à mort. Ça couvre tout ça. C'est trop. Ce n'est pas assez, mais c'est un début. » L'expression de Rocco s'adoucit légèrement. « Gamin, tu as sauvé ma fille. L'argent ne peut pas rembourser ça, mais je peux m'assurer que toi et ton abuela n'ayez plus à choisir entre le loyer et la nourriture. Je peux m'assurer que tu n'aies plus à manger des sachets de ketchup pour dîner. C'est le moins que je puisse faire. » Les yeux de Léo le brûlèrent. Quand quelqu'un s'était-il occupé de lui comme ça pour la dernière fois? Quand quelqu'un s'était-il soucié pour la dernière fois de savoir s'il avait assez à manger? « Il y a autre chose, dit Rocco. À l'école, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes. » La mâchoire de Léo se serra. Bien sûr que le club avait enquêté sur sa vie. Bien sûr qu'il savait pour Brett Hoffman et ses sbires. « C'est bon, marmonna-t-il. Ce n'est pas bon, mais ça le sera. » Rocco se leva. « Les types qui t'ont fait chier, ils vont apprendre les bonnes manières. Pas de ma part, je ne frappe pas les enfants. Mais, son sourire était prédateur, disons simplement que leur père et moi allons avoir quelques conversations, de pair à pair. » Avant que Léo ne puisse répondre, on frappa à la porte. Bull passa la tête. « Rock, la princesse est là et elle a apporté un sac avec des affaires. » Mia entra, portant un sac de sport qui semblait presque aussi grand qu'elle. Elle le jeta au pied du lit de Léo avec un bruit sourd. « Des vêtements, annonça-t-elle, puisque les tiens ont été déchiquetés par les balles et le verre. Aussi tes devoirs de la semaine dernière. Désolé, mais Madame Chin a insisté. Et quelques livres que Reaper a dit que tu pourrais aimer. » Et elle sortit une veste en cuir. Pas un gilet complet, mais une belle veste noire avec des fermetures éclairs argentées. « Le club veut que tu l'aies, dit-elle. Ce n'est pas une adhésion ou quoi que ce soit, juste un merci. » Léo passa ses doigts sur le cuir lisse. C'était le plus beau vêtement qu'il ait jamais possédé. « Essaie-la, l'encouragea Mia. Avec l'aide de Bull, Léo s'assit,
serrant les dents contre la douleur et enfila la veste. Elle lui allait parfaitement, le cuir souple et chaud. « Ça te va bien », dit Rocco avec un hochement de tête approbateur. « Ça te correspond. » Léo aperçut son reflet dans le miroir de la salle de bain de l'autre côté de la pièce. Le gamin maigre aux vêtements de friperie avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait l'air plus dur, plus substantiel, comme s'il avait sa place quelque part. « Merci, dit-il, le pensant vraiment. « Ce n'est que le début, dit Rocco. Quand tu seras guéri, on parlera plus de la suite. Mais pour l'instant, il posa une main massive sur l'épaule de Léo, la bonne. Tu te concentres sur ta guérison, sur le fait de prendre soin de ta grand-mère, d'être un gamin, et peut-être de passer un peu de temps avec moi, ajouta Mia avec un petit sourire. Si tu veux, sans pression. Léo la regarda, cette fille qu'il avait sauvée, cette fille dont le père commandait la loyauté par la peur et le respect, cette fille qui le regardait d'une manière ou d'une autre, comme s'il était quelqu'un qui valait la peine d'être connu. « Ouais, dit-il, j'aimerais bien. » Le téléphone de Rocco vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression se durcit. « Je dois y aller, affaires du club. » Il pointa Léo du doigt. « Prends soin de toi, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu appelles Bull. Il s'assurera que ce soit fait. » Après le départ de Rocco, Mia se percha sur le bord du lit de Léo, faisant attention à ne pas bousculer ses blessures. « Il t'aime bien, dit-elle. « Ton père? » « Ouais, et c'est rare. Papa ne fait pas confiance facilement, et il ne distribue certainement pas d'argent et de vestes à des gens au hasard. » Elle tira sur un fil de son sweat à capuche. « Tu l'as impressionné. Merde, tu les as tous impressionnés. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Non, dit fermement Mia, tu as fait ce qu'un héros ferait. Il y a une différence. » Avant que Léo ne puisse argumenter, Bull réapparut dans l'embrasure de la porte. « Les papiers de sortie sont prêts. Tu as un moyen de rentrer, gamin, ou tu veux qu'un de nous t'emmène? » Léo pensa à la vieille berline de sa grand-mère, qui pouvait ou non démarrer n'importe quel jour. « Je pense que j'ai besoin qu'on me ramène. » Marché conclu. Je vais amener mon camion. Alors que Bull partait, Mia serra la main de Léo. « Bienvenue dans la famille Léo Martinez. Ça va être une sacrée aventure. » En la regardant, cette fille belle, abîmée, dangereuse qui était devenue le centre de son monde en l'espace d'un vol de balles, Léo ne put qu'être d'accord. Sa vie de garçon invisible était terminée. Ce qui allait suivre, il n'en avait aucune idée. Mais pour la première fois en 16 ans, Léo Martinez n'y faisait pas face seul. Le trajet de l'hôpital à l'immeuble de Léo aurait dû prendre 15 minutes. Avec Bull au volant de son énorme F-250, noir mat avec le logo des Phantom Kings subtilement peint à l'aérographe sur le haillon, et 3 autres motos formant une escorte, cela en a pris 25. Parce qu'apparemment, quand les Phantom Kings se déplaçaient en ville, la circulation s'écartait. Léo était assis sur le siège passager, sa nouvelle veste en cuir lui semblant à la fois étrangère et juste sur sa peau, regardant les rues familières de son quartier défiler. Tout semblait pareil. La bodega, au coin où il achetait du pain de la veille, la laverie où son abuela passait chaque samedi, le terrain de basket où il avait appris à éviter le contact visuel pour ne pas se faire embêter. Mais Léo se sentait différent, changé d'une manière qu'il commençait seulement à comprendre. « T'es silencieux, » observa Bull, en contournant un camion de livraison en double fil. « Je pense juste à... » Léo fit un geste vague vers la fenêtre. « Retourner à l'école, à la vie normale. Sauf que plus rien n'est normal, n'est-ce pas? » Bull resta silencieux un moment. Puis, « Le normal, c'est surfait. Tu sais ce qui est mieux que le normal. Être en vie, être apprécié, avoir des gens qui te protègent. » Il jeta un coup d'œil à Léo. « Tu t'es fait tirer dessus en protégeant l'un des nôtres. Ça fait de toi l'un des nôtres, que tu portes un écusson ou non. Tu comprends ce que ça veut dire? » « Pas vraiment, admit Léo. Ça veut dire que tu n'es plus seul. Ça veut dire que quand quelqu'un te cherche des noises, il cherche des noises à tout le club. Ça veut dire... » Bull s'arrêta devant l'immeuble de Léo, un immeuble de 4 étages sans ascenseur avec des briques qui s'effritaient et des barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée. « Ça veut dire que tu comptes. » Les mots frappèrent Léo plus fort qu'il ne s'y attendait. « Tu comptes? » Quand quelqu'un lui avait-il dit ça pour la dernière fois? Son abuela attendait sur le perron, enveloppé dans son châle à fleurs malgré le temps doux d'octobre.
Dès qu'elle vit Léo, elle se déplaça plus vite qu'une femme de 70 ans, avec de mauvais genoux, ne devrait pouvoir le faire. Mi Joe, mi niño. Bull avait à peine mis le camion en position de stationnement qu'elle tirait déjà sur la portière passager, serrant Léo dans une étreinte qui fit hurler de protestation ses blessures en cours de guérison. Léo s'en fichait. Il la serra en retour, respirant son odeur familière de savon à la lavande et de bonbons à la menthe. Elle pleurait et le grondait en espagnol rapide. Quelque chose à propos de estúpido et valiente et nunca más. Plus jamais. Léo la serra simplement, la laissant tout sortir, la laissant être effrayée, soulagée et en colère tout à la fois. Quand elle se retira enfin, elle se tourna vers Bull avec des yeux féroces. Tu cuidaste a mi nieto. Le espagnol de Bull était clairement limité, mais il comprit assez. Oui, madame, on s'est occupé de lui. Elle étudia Bull un long moment. Ce motard massif et tatoué qui pesait probablement 82 kilos de plus qu'elle, puis hocha vivement la tête. Bueno, gracias. Puis elle mena Léo vers l'immeuble, une main sur son coude, le soutenant comme s'il pouvait s'effondrer à tout moment. Bull cria « Léo, ton téléphone !» Léo se retourna et vit Bull lui tendre un téléphone portable. Pah! Le téléphone à clapet déglingué de Léo qui passait à peine des appels, mais un smartphone plus récent dans un étui de protection. De la part du club, expliqua Bull. Mon numéro est programmé dedans. Celui de Rock, de Mia et de Ghost aussi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, t'appelles, jour et nuit. Léo prit le téléphone, sentant son poids. Un autre cadeau qu'il ne savait pas comment accepter. Merci, dit-il, toujours aussi inadéquat. Bull hocha simplement la tête. Repose-toi, gamin, et garde cette veste près de toi. Il y a des gens dans ce quartier qui réfléchiront à 2 fois avant de chercher la merde s'ils te voient porter l'équipement des Kings. Alors que Bull s'éloignait, les motos se mettant en file derrière lui comme une garde d'honneur qui partait, la grand-mère de Léo lui serra le bras. Buenas personas, dit-elle doucement, de bonnes personnes. Léo n'était pas sûr que bonne soit le mot juste pour les Phantom Kings, mais loyaux, protecteurs, prêts à commettre des crimes pour vous. Ouais, ça collait. L'appartement était exactement comme Léo l'avait laissé. Exigu, encombré, mais propre. Son abuela gardait leur espace impeccable, même si elle ne pouvait rien faire contre le papier peint qui se décollait ou le radiateur qui cliquetait comme un robot mourant. Elle avait préparé son plat préféré, de l'aro con polo, le poulet se détachant de l'os, le riz parfaitement assaisonné. L'estomac de Léo gargouilla. La nourriture de l'hôpital avait été au mieux mangeable. Pendant qu'il mangeait, sa grand-mère le mit au courant de ce qu'il avait manqué. Les voisins avaient bavardé, bien sûr. Madame Ramirez du 3B était convaincue que Léo avait rejoint un gang. Monsieur Park d'en face pensait que Léo était sous protection des témoins. La vérité que Léo avait sauvé la fille d'un vice-président de club de motards était à la fois plus et moins dramatique que leur théorie. Ils ont apporté de l'argent, dit soudain son abuela, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Le grand Bull, il est venu 3 fois. Chaque fois, il m'a donné de l'argent. Pour la nourriture, a-t-il dit, pour les factures. Ses yeux étaient suspicieux. De dónde viene este dinero, mijo? D'où vient cet argent? Léo choisit ses mots avec soin. De gens qui sont reconnaissants que j'ai aidé leur fille. C'est tout. Ce n'est pas tout. Elle le fixa avec le regard qu'il avait fait avouer avoir cassé son vase préféré quand il avait 7 ans. Ces hommes, ils sont dangereux, tu vois. Parfois, quand ils en ont besoin. Et toi, es-tu dangereux maintenant? Léo pensa aux balles dans son dos, à la froide satisfaction qu'il avait ressentie en apprenant que les agresseurs de Mia avaient été traités. Je ne pense pas, mais je ne vais plus être invisible non plus. Sa grand-mère resta silencieuse un long moment. Puis elle tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Quand ta mère est morte, je lui ai promis que je te garderais en sécurité, que je te garderais bon. Sa prise se resserra, mais peut-être que je me suis trompé. Peut-être que la sécurité et la bonté ne suffisent pas dans ce monde. Abuela, ces hommes, ils t'ont protégé. Ils m'ont protégé. Ils se sont assurés qu'on puisse manger, payer nos factures, vivre sans peur. Elle croisa son regard. Ta mère, elle ne les aimerait pas, mais elle n'est pas là. Et nous aussi. Et tu es en vie parce que tu as un bon cœur. Elle se leva,
lui embrassa le front et commença à débarrasser la table. Sujet clos. Léo resta assis là, à digérer. Sa grand-mère, qui priait le chapelet tous les soirs et se signait en passant devant une église, venait de donner sa bénédiction à son association avec un club de motards. Le monde était vraiment sens dessus-dessous. Léo est retourné à l'école le lundi suivant. Il l'avait redouté. Une semaine et demie d'absence signifiait une montagne de travail à rattraper. Cela signifiait des questions gênantes sur où il avait été. Cela signifiait affronter Brett Hoffman et ses sbires, qui avaient fait de la vie de Léo un enfer depuis la troisième. Ce que Léo n'avait pas anticipé, c'était l'escorte. À 7h15 du matin, on frappa à la porte de son appartement, révélant Bull et Reaper, tous deux bien trop réveillés pour cette heure. « Salut, gamin, » gronda Bull. « On t'emmène à l'école. Je peux prendre le bus. »« Tu pourrais, » interrompit Reaper. « Ou tu pourrais arriver avec Style. C'est toi qui choisis. » 30 minutes plus tard, Léo franchissait les portes d'entrée du lycée de Riverside, flanqué de deux motards massifs en gilet complet, leurs motos tournant au ralenti sur le trottoir derrière eux, comme des dragons de chrome et d'acier. Toutes les têtes se sont tournées. Absolument toutes. La cour, normalement bourdonnante de bavardage d'avant les cours, est tombée dans le silence alors que Léo traversait vers le bâtiment principal. Il a vu la mâchoire de Melissa Park tomber. Il a vu Kevin Tran s'arrêter littéralement en plein pas. Il a vu Brett Hoffman et ses potes du football se figer comme des sœurs dans les phares. Bull a accompagné Léo jusqu'au bureau principal, ignorant les regards, sa main planant protectricement près de l'épaule de Léo. « C'est bon à partir d'ici? » demanda Bull. « Ouais, merci pour le trajet. » De rien. Le regard de Bull balaya le couloir, se posant sur le groupe de Brett. Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture-ci. Un changement subtil qui diffusait « Je te vois, je te connais, et je me souviendrai de ton visage. » Brett est devenu pâle. Après le départ de Bull et Reaper, moteur rugissant assez fort pour faire vibrer les fenêtres, Léo se tenait dans le couloir, parfaitement conscient de tous les yeux sur lui. « Putain, Martinez. » Kevin Tran s'approcha prudemment, comme si Léo pouvait exploser. « C'est quoi ça? T'es dans un gang maintenant? » « Non, » dit Léo honnêtement. « Je suis juste ami avec des gens qui font de la moto. » C'étaient pas juste des gens qui font de la moto. C'étaient des Phantom Kings. Mon père dit qu'ils sont... Kevin baissa la voix. « Ils sont dangereux. Ils sont loyaux, » corrigea Léo. « Il y a une différence. » Avant que Kevin ne puisse répondre, Mia apparut au casier de Léo. Elle portait un jean noir, un pull gris et son expression habituelle qui disait « Me cherche pas ». Mais quand elle vit Léo, son visage se transforma. Un sourire sincère qui fit faire des bêtises à son cœur. « Tu es venu, » dit-elle. « Il le fallait bien. Les devoirs de calcul de Madame Chen ne vont pas se faire tout seuls. Accompagne-moi en cours. » Ils se mirent en marche ensemble et Léo sentit le changement d'atmosphère. Mia Chen, la mystérieuse nouvelle élève, la fille qui avait rejeté toutes les avances sociales depuis son arrivée, marchait avec Léo Martinez, lui souriant. Agissant comme s'ils étaient amis? Plus que des amis? Léo ne savait pas, mais il savait que ça semblait juste. Devant la salle de classe de première heure de Mia, elle s'arrêta. « On déjeune ensemble? »« Bien sûr. »« Où? » Son sourire devint malicieux. « À la cafétéria. Donnons-leur un vrai sujet de conversation. » L'heure du déjeuner au lycée de Riverside était une hiérarchie sociale soigneusement orchestrée. Les populaires, les athlètes, les pom-pom girls, le conseil des élèves régnait sur les tables du centre. Les intellos revendiquaient le coin près des fenêtres. Les artistes prenaient d'assaut les tables près des distributeurs automatiques. Et les exclus, ils mangeaient dans les toilettes, les couloirs ou hors du campus s'ils le pouvaient. Léo avait toujours été un exclu. Mais aujourd'hui, quand il entra dans la cafétéria avec son plateau de viande, mystère et de salade flétrie, Mia l'attendait à une table centrale. Pas sur le bord, pas dans le coin, en plein centre où tout le monde pouvait voir. Elle lui avait gardé une place. Léo hésita. C'était le territoire de Brett Hoffman. C'était un suicide social. « Tu viens ou pas? » cria Mia assez fort pour que la moitié de la cafétéria l'entende. Et puis merde, pensa Léo. Il avait déjà pris des balles. La politique du lycée semblait assez fade en comparaison. Il s'assit. La cafétéria éclata un chuchotement. « Ignore-les, » dit Mia en piquant une frite dans son plateau.
Ils s'en remettront. Vraiment? Probablement pas, mais on s'en fiche. Elle se pencha de manière conspiratrice. Tu veux entendre un truc drôle? Le père de Brett Hoffman a eu une visite de mon père hier. Apparemment, M. Hoffman père travaille dans la construction et son entreprise fait beaucoup d'affaires avec des sociétés qui ont des liens avec le club. Mia, mon père ne l'a pas menacé ou quoi que ce soit. Il a juste mentionné très nonchalamment que sa fille s'était fait un ami à l'école. Un ami nommé Léo Martinez. Un ami qui méritait d'être traité avec respect. Son sourire était acéré. Chose amusante, le père de Brett l'a appelé juste après. Il a eu une longue conversation sur le harcèlement et les conséquences. Comme s'il était invoqué par la mention de son nom, Brett Hoffman apparut à leur table. Mais ce n'était pas l'enfoiré arrogant qui avait poussé Léo dans les casiers pendant 2 ans. C'était un gamin nerveux qui avait l'air de pouvoir vomir. « Salut, Martinez », dit Brett, la voix tendue. « Je peux te parler? » « En privé. » Léo jeta un coup d'œil à Mia qui hocha la tête. Ils se déplacèrent dans un coin vide de la cafétéria. « Écoute, » commença Brett, sans croiser le regard de Léo. « Mon père m'a dit ce que tu as fait. Sauver cette fille, la sauver. » Il fit un signe de tête vers Mia. « C'est plutôt balèze. »« D'accord. Et il m'a aussi dit que son père est quelqu'un que je ne veux vraiment pas énerver. Alors, » Brett déglutit difficilement. « Je suis désolé d'avoir été un con pour les trucs de casier et tout ça. Je suis désolé. » Léo le fixa. Brett Hoffman s'excusait. Brett Hoffman, qui avait un jour jeté le sac à dos de Léo dans des toilettes, s'excusait. « Pourquoi? » demanda Léo. « Parce que mon père m'a foutu la trouille de ma vie et parce que... » Brett passa une main dans ses cheveux. « Parce que tu as fait quelque chose de courageux et j'ai passé 2 ans à te pourrir la vie sans raison. C'est pas cool. » Ce n'était pas une super excuse. C'était motivé par la peur plus que par un remords sincère, mais c'était quelque chose. « D'accord, » dit Léo. « D'accord. Ouais. Laisse-moi juste tranquille à partir de maintenant. On n'a pas besoin d'être amis, mais on n'a pas besoin d'être ennemis non plus. » Le soulagement inonda le visage de Brett. « Marché conclu. Et si quelqu'un d'autre te fait chier, dis-le-moi, je m'en occuperai. » Alors que Brett s'éloignait, Léo retourna à la table où Mia l'attendait. « Alors? » demanda-t-elle. Il s'est excusé. « Bien, il le devait. » Elle étudia le visage de Léo. « Ça va? T'as l'air bizarre. »« Je vais bien. Je m'adapte, c'est tout. »« À quoi? »« Au fait que les gens aient peur de moi, ou qu'ils soient gentils avec moi parce qu'ils ont peur de ton père. À tout ça. » Il fit un geste vers la cafétéria, vers les jeunes qui fixaient encore sa nouvelle veste en cuir et sa nouvelle vie. L'expression de Mia s'adoucit. « Je sais que ça fait beaucoup, mais tu t'y habitueras. »« Vraiment? Tu m'as sauvé la vie, Léo. Ça a changé les choses. Pour nous deux. » Elle prit sa main sous la table, ses doigts chauds et solides. « Mais certains changements sont bons, non? » En la regardant, cette fille qui avait apporté le chaos, le danger et l'appartenance dans sa vie soigneusement invisible, Léo se surprit à hocher la tête. « Ouais, dit-il, certains changements sont bons. » Le nid de vipère était une épine dans le pied des Phantom Kings depuis 3 ans. Des petits dealers qui étaient devenus ambitieux, s'infiltrant sur le territoire des Kings, cassant les prix, recrutant des jeunes comme passeurs. Ils étaient dirigés par un homme appelé Cisco, un ancien prospect des Kings qui avait été exclu après avoir volé dans la trésorerie du club. Cisco avait une rancune, et les rancunes dans le monde des clubs de moteurs se payaient en sang. L'attaque contre Mia avait été sa tentative pour gagner le respect. Sa façon de prouver que les vipères pouvaient frapper au cœur des Kings et s'en tirer. Il avait eu tort. Dans les semaines qui ont suivi la fusillade de Léo, les Phantom Kings avaient travaillé. Pas le travail bruyant et public qui attire l'attention. Non, c'était chirurgical, précis. Le genre d'opération qui nécessitait du renseignement, de la patience et des relations qui s'étendaient à tous les niveaux de la pègre de la ville. Ils avaient identifié chaque membre du nid de vipères, cartographié leur territoire, trouvé leurs planques, leurs lieux sûrs, les appartements de leurs petites amies. Ils avaient mis des téléphones sur écoute, soudoyé des témoins et demandé des faveurs à des flics qui devaient des services au club. Et puis, un mardi soir, 2 semaines après la fusillade, ils ont frappé. Léo ne savait rien de tout cela. Il était en séance de kiné, serrant les dents pendant qu'une kiné sadique nommée Denise
lui faisait faire des exercices qui donnaient l'impression que quelqu'un lui enfonçait des clous dans la colonne vertébrale. Son dos guérissait, mais lentement, et chaque séance le laissait endolori et épuisé. Après la kiné, Bull est venu le chercher, une routine qu'ils avaient établie. Le grand moteur ramenait Léo à la maison, s'assurait que son abuela avait ce dont elle avait besoin, et restait parfois pour le dîner. C'était bizarre, c'était agréable, c'était la famille. Mais ce soir-là, le téléphone de Bull a sonné alors qu'il quittait la clinique. Ouais, l'expression de Bull se durcit en écoutant. Compris, j'arrive. Il raccrocha et regarda Léo. Changement de plan. Tu viens avec moi. Où? Au clubhouse. Rock veut que tu sois là. Pourquoi? Le sourire de Bull était sinistre. Tu verras. Le clubhouse des Phantom Kings était plein d'énergie quand ils sont arrivés. Des motos partout. Des frères dans leurs gilets, vérifiant leurs armes, examinant des cartes. L'air vibrait d'anticipation et de violence à peine contenue. Ghost, le président du club, se tenait au centre de tout, dirigeant le trafic avec une autorité tranquille. Quand il vit Léo, il hocha la tête. « Martinez, bien, tu arrives juste à temps. » Pourquoi? Une leçon. Rocco sortit de l'arrière-salle, tout de noir vêtu, son gilet par-dessus un gilet pare-balles. Il frappa l'épaule de Léo, la bonne. « Comment va le dos? » « De mieux en mieux. »« Bien, parce que je veux que tu vois quelque chose, que tu comprennes quelque chose. » L'expression de Rocco était sérieuse. « Tu as sauvé Mia. Ça a fait de toi un membre de la famille. Mais la famille, c'est plus que la protection. C'est de la justice. Et ce soir, nous rendons la justice. » Il mena Léo à une table couverte de photos de surveillance. Des hommes, des voitures, des bâtiments. Les vipères, expliqua Rocco. Chaque membre, chaque emplacement. On les surveille depuis 2 semaines en attendant le bon moment. Il tapota une photo, un homme mince aux yeux morts et une cicatrice sur la gorge. Lui, c'est Cisco. Il a ordonné le contrat sur Mia. Léo fixa la photo, sentant une rage froide monter dans sa poitrine. Cet homme avait essayé de la tuer, l'avait blessée. Qu'est-ce que vous allez faire? On va démanteler son organisation. Chaque planque sera frappée ce soir. Chaque membre arrêté ou chassé de la ville. Et Cisco? Le sourire de Rocco était prédateur. Cisco va disparaître. Vous allez le tuer. Je vais m'assurer qu'il ne menace plus jamais ma famille. Rocco croisa le regard de Léo. Ça te dérange? Léo pensa au sourire de Mia, à son abuela pouvant dormir sans peur, à marcher dans l'école sans regarder par-dessus son épaule. Non, dit-il doucement, ça ne me dérange pas. Bien, parce que tu viens avec nous. Pas pour te battre, tu es encore en convalescence, mais pour être témoin, pour comprendre ce que signifie être sous la protection des Kings. La main de Rocco se resserra sur l'épaule de Léo. C'est ce qu'on fait pour la famille. Ils se sont déplacés en convoi, 20 motos, 4 camions, une attaque coordonnée sur 6 sites simultanément. Léo était dans le camion de Rocco, regardant la ville défiler, écoutant les communications radio alors que les équipes se signalaient. Équipe Alpha en position, équipe Bravo prête, équipe Charlie, on a la cible en visuel. C'était militaire, précis, terrifiant. Le premier site était une maison délabrée dans le quartier industriel, l'une des planques des vipères. Les Kings n'ont pas frappé. Ils ont défoncé la porte avec un bélier, ont déferlé à l'intérieur comme une marée de cuir et de fureur. Léo est resté dans le camion, regardant par les fenêtres. Il a vu des vipères traîner dehors, menottés avec des serre-câbles, jetés dans des fourgons. Il a vu des sacs de sport remplis d'argent et de drogue saisis. Il a vu la maison vidée en moins de 10 minutes. Pas de coupe de feu, pas de victimes, juste une force écrasante et un contrôle total. Ça, c'est de la pitié, dit Rocco depuis le siège du conducteur. On aurait pu y mettre le feu avec eux à l'intérieur. Au lieu de ça, ils peuvent vivre, s'enfuir et raconter des histoires sur ce qui se passe quand on cherche les Phantom Kings. Ils ont frappé le 2e site, le 3e, le 4e. Chaque fois, le même résultat, rapide, brutal, efficace. Le nid de vipère était systématiquement détruit, morceau par morceau. À minuit, il ne restait plus qu'une cible. Cisco. L'entrepôt se trouvait au bord de la rivière, abandonné et rouillé, le genre d'endroit où de mauvaises choses se passaient et où personne ne posait de questions.
Les renseignements disaient que Cisco était à l'intérieur, se cachant, attendant que la pression retombe. Il allait attendre longtemps. Les Kings ont encerclé le bâtiment. Rocco se tourna vers Léo. Tu peux rester ici si tu veux. Cette partie va être moche. Léo y réfléchit. Il pensa au choix sûr, au choix moral, au choix qui lui permettait de garder les mains propres. Puis il pensait au cri de Mia alors que son sang imbibait ses mains. « Je veux voir, dit-il. » Rocco hocha la tête sans surprise. « Alors allons-y. » Ils sont entrés par la porte principale. Pas de furtivité, pas de subtilité. Juste Ghost qui l'a défoncé et tout le club qui s'est déversé à l'intérieur comme une armée vengeresse. Cisco était au centre de l'entrepôt, entouré de ses lieutenants restants. Peut-être une douzaine d'hommes, tous armés, tous désespérés. « Tu n'as nulle part où fuir, Cisco !» cria Ghost, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. « Ton équipe est partie. Tes planques sont vides. C'est fini. Va te faire foutre. » La voix de Cisco craqua de peur déguisée en bravade. « Tu crois que tu peux débarquer comme ça? J'ai des flingues, moi aussi. »« Tu as des flingues, » acquiesça Rocco s'avançant. « Nous, on a le nombre, la compétence et la justice de notre côté. » Ses yeux trouvèrent Cisco à travers la distance. « Tu as ordonné un contrat sur ma fille. »« Ma fille, tu pensais qu'il allait se passer quoi? » Cisco leva son pistolet, la main tremblante. « Reste en arrière ou je... » Le coup de feu fut assourdissant dans l'espace clos, mais il ne venait pas de Cisco. Reaper, positionné sur une passerelle au-dessus, avait tiré une balle dans la main armée de Cisco. Le pistolet tomba sur le sol avec un cliquetis et Cisco hurla, serrant ses doigts brisés. Les autres vipères jetèrent immédiatement leurs armes. Malin. Ghost fit un geste et les Kings avancèrent, maîtrisant les vipères, leur attachant les mains, vérifiant s'ils avaient des armes cachées. Ce fut terminé en quelques secondes. Rocco s'approcha de Cisco, qui était à genoux, berçant sa main ensanglantée. « Tu as fait une erreur, » dit Rocco d'un ton conversationnel. « Tu pensais que frapper ma famille te ferait paraître fort. Tout ce que ça a fait, c'est peindre une cible sur ton dos. » Il s'accroupit, se mettant au niveau des yeux de l'homme gémissant. « Le gamin que tu as blessé, il a 16 ans. Il s'est jeté sur des balles pour sauver ma fille. Ça, c'est de l'honneur. Ce que tu as fait, c'est de la lâcheté. S'il vous plaît, halta Cisco, s'il vous plaît, je quitterai la ville. Tu feras ce que je te dis de faire. » Rocco se leva. Snake apparut, tenant un téléphone prépayé. Il le plaça dans la main valide de Cisco. « Tu vas appeler la DEA, ordonna Rocco. « Tu vas avouer tous les crimes que tu as commis. Trafic de drogue, tentative de meurtre, tout. Et tu vas leur donner tous les noms, tous les lieux, tous les détails. » Son sourire était froid. « Félicitations, Cisco. Tu vas devenir une balance. Et quand tu arriveras en prison, et tu iras en prison, tout le monde le saura. » Le visage de Cisco devint blanc. Dans le monde du crime, être étiqueté comme une balance était une condamnation à mort, même derrière les barreaux. Vous ne pouvez pas. Je peux, et je le fais. Passe l'appel, ou je tire sur ton autre main, et Bull le fera pour toi. 10 minutes plus tard, la DEA avait des aveux complets enregistrés. Cisco a été laissé menotter pour que les flics le trouvent, avec suffisamment de preuves pour l'envoyer en prison pour 20 ans. Alors que les Kings sortaient de l'entrepôt, Rocco prit Léo à part. « Qu'as-tu appris ce soir? » Léo y réfléchit. À la précision, à la force écrasante, à la façon dont le club avait démantelé un ennemi sans pitié, mais aussi sans cruauté inutile. Que la justice ne vient pas toujours des tribunaux, dit-il, et que la famille vaut la peine de se battre. L'expression de Rocco s'adoucit. « Tu apprends, gamine. C'est bien. » Il dirigea Léo vers les camions. « Rentrons à la maison. Ta grand-mère doit s'inquiéter. » Alors qu'ils s'éloignaient, laissant derrière eux l'entrepôt et son chef de gang brisé, Léo ressentit un étrange sentiment de clôture. Les hommes qui l'avaient blessé, qui avaient essayé de tuer Mia, étaient partis. Arrêtés, dispersés, détruits. La dette était payée. L'équilibre était rétabli. Et Léo Martinez, pour la première fois de sa vie, sentit qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui. Quelque chose qui valait les cicatrices. 3 semaines plus tard, Léo se tenait devant le miroir de sa salle de bain, examinant les cicatrices sur son dos.
2 cercles de tissu cicatriciel plissés, des trous d'entrée qui le marqueraient la vie. Les médecins disaient qu'elle s'estomperait avec le temps, deviendrait moins rouge et irritée, mais qu'elle ne disparaîtrait jamais complètement. Léo s'en fichait. C'était une des preuves. La preuve qu'il avait fait quelque chose qui comptait. Son téléphone vibra. Le plus récent que Bull lui avait donné, un texto de Mia. Dîner de famille au Clubhouse ce soir. Papa dit que tu as intérêt à être là. Léo sourit. Un dîner de famille au Clubhouse des Phantom Kings signifiait barbecue, bière, bière de racine pour Léo et Mia et fraternité. Cela signifiait être accueilli dans un cercle auquel la plupart des gens passaient des années à essayer d'accéder. Cela signifiait être à la maison. Il enfila sa veste en cuir, celle que le club lui avait donnée, maintenant usée et confortable après des semaines d'utilisation, et sortit. Le clubhouse était bondé quand Léo arriva. Des frères, leurs compagnes, des enfants courant dans la cour. L'odeur de viande grillée se mélangeait à celle des gaz d'échappement des motos. De la musique sortait des haut-parleurs que quelqu'un avait installés, du rock classique assez fort pour le sentir dans sa poitrine. Mia le trouva immédiatement, attrapant sa main et le tirant vers les tables de pique-nique où la nourriture était disposée. « T'es en retard », l'accusa-t-elle. « Je suis pile à l'heure, ce qui, à l'heure du club, est en retard. » Mais elle souriait et elle ne lâcha pas sa main. Il faisait beaucoup ça ces derniers temps. Se tenir la main, s'asseoir près l'un de l'autre, exister dans un espace qui était plus que de l'amitié, mais qui n'avait pas encore été défini. Léo s'en accommodait. Mia était en vie, en sécurité, était là. Les étiquettes pouvaient attendre. Rocco les repéra et leur fit signe de venir. Ils se tenaient à côté de Ghost, les 2 hommes dans leurs gilets, l'air détendu d'une manière que Léo avait rarement vue. « Martinez !» La voix de Rocco tonna à travers la cour. « Viens ici, j'ai quelque chose pour toi. » Léo s'approcha prudemment. D'après son expérience, les surprises de Rocco pouvaient aller de cadeaux généreux à des responsabilités terrifiantes. Ghost lui tendit une boîte en bois, sculptée avec le logo des Phantom Kings. « Ouvre-la », dit-il. À l'intérieur se trouvait un gilet en cuir. Pas un gilet complet. Léo n'était pas un membre, n'avait pas d'écusson, mais un gilet quand même. Cuir noir, design simple. Et dans le dos, brodé en fil d'argent, ami du club. Ce n'est pas un écusson, expliqua Ghost, mais c'est une reconnaissance. Ça veut dire que tu es sous notre protection. Ça veut dire que tu as gagné notre respect. Il croisa le regard de Léo. Ça veut dire que tu fais partie de la famille. La gorge de Léo se serra. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui, seconda Rocco. Dis que tu le porteras avec fierté. Léo souleva le gilet de la boîte, sentant son poids, plus léger qu'un gilet complet, mais d'une certaine manière plus lourd de sens. Oui, dit-il. Merci. Rocco lui frappa le dos, toujours sur la bonne épaule, toujours attentif aux blessures de Léo en cours de guérison. Mette-le, gamin. Léo enfila le gilet par-dessus sa veste. Il lui allait parfaitement, ajusté sur ses épaules, le cuir souple et neuf. Le club éclata en acclamations. Bull tendit à Léo une bière de racine. À Léo Martinez, le gamin avec plus de couilles que de cervelle et un cœur plus grand que son cerveau. Tout le monde but, même les compagnes des membres se joignirent, levant leurs bières en signe de salut. Léo sentit des larmes lui piquer les yeux, mais les refoula. Les hommes ne pleurent pas au barbecue de club de motards. Probablement. Mia serra sa main. Ça te va bien? Ouais. Elle se pencha près de lui, son souffle chaud contre son oreille. Mon père ne donne pas ça à la légère. Il tient vraiment à toi. Je tiens à lui aussi, à vous tous. C'était vrai. Quelque part au cours du mois passé, entre les visites à l'hôpital, les escortes à l'école et les dîners de famille, les Phantom Kings avaient cessé d'être des étrangers effrayants pour devenir une famille. Une famille bizarre, violente, farouchement loyale, mais une famille quand même. Au fil de la soirée, Léo se retrouva à discuter avec divers membres du club. Bull raconta des histoires sur son temps dans les Marines. Reaper apprit à Léo les bases de l'entretien d'une moto. Snake, toujours terrifiant, donna à Léo un couteau de poche et un bourru, juste au cas où. Et pendant tout ce temps, Mia resta à ses côtés, sa présence une chaleur constante. Alors que le soleil se couchait et que les lucioles commençaient à apparaître, Rocco prit de nouveau Léo à part. Ils marchèrent jusqu'au bord de la propriété, loin du bruit et des rires.
Tu sais, dit Rocco en regardant le ciel qui s'assombrissait. Quand Mia est née, j'ai fait une promesse à sa mère. J'ai promis que je garderai notre fille en sécurité, quoi qu'il arrive, peu importe le coût. Léo écouta, sentant que c'était important. Pendant 16 ans, j'ai tenu cette promesse. J'ai fait fuir des garçons qui la regardaient de travers. J'ai intimidé des professeurs qui la notaient injustement. J'ai fait des choses discutables pour la protéger. Rocco se tourna vers Léo. Et puis tu es arrivé, ce gamin maigrichon que je n'avais jamais rencontré, se jetant sur des balles sans hésitation. Et tu sais ce que j'ai pensé? Quoi? J'ai pensé c'est le genre d'homme que je veux que ma fille connaisse. Quelqu'un qui agit sans penser à lui-même. Quelqu'un qui voit ce qui est juste et le fait, au diable les conséquences. L'expression de Rocco était sérieuse. Tu es jeune, tu es encore en train de découvrir qui tu es, mais je vois du potentiel en toi, Léo. Je vois de l'honneur. Léo déglutit difficilement. J'essaie juste de faire de mon mieux. Je sais, c'est pour ça que je te fais confiance. Rocco sortit quelque chose de sa poche, une pièce de défi, un challenge coin, gravé du logo des Phantom Kings. C'est ma pièce personnelle. Il n'en existe qu'une poignée. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, et je dis bien n'importe quoi, tu montres cette pièce et n'importe quel king t'aidera, sans poser de questions. Léo prit la pièce, sentant son poids. Merci. Ne me remercie pas encore. Avoir cette pièce signifie que tu es lié à nous, à notre monde. Les choses pourraient se compliquer. Les choses sont déjà compliquées. Rocco rit, un son sincère qui transforma son visage balafré. C'est juste. Allez, retournons-y avant que Mia ne pense que je te fais peur. Alors qu'ils retournaient vers la lumière et les rires, Léo sentit la pièce se réchauffer dans sa poche, le gilet confortable sur ses épaules et le sourire de Mia qui l'attendait. Il avait commencé ce voyage comme un garçon invisible essayant de survivre. Maintenant, il était Léo Martinez, ami des Phantom Kings, protecteur de filles, porteur de cicatrices et d'histoires. Et pour la première fois en 16 ans, Léo sentit qu'il savait exactement qui il était censé être. Le soleil d'automne peignait le lycée de Riverside de nuances dorées, alors que Léo Martinez entrait dans le parking des élèves. Pas en bus, pas déposé par une escorte de motards. Sur sa propre moto. Une Harley Sportster d'occasion que Rocco l'avait aidé à acheter et que Bull lui avait appris à entretenir. Il se gara à côté de la voiture de Mia. Une berline raisonnable qu'elle conduisait avec une vitesse terrifiante et un mépris total du code de la route. Elle l'attendait, appuyée contre sa portière, magnifique dans la lumière de fin d'après-midi. « Il était temps, dit-elle, mais elle souriait. J'ai dû m'arrêter pour faire le plein. » Des excuses. Elle se mit à marcher à ses côtés, sa main trouvant les siennes automatiquement. Un ensemble, et ça faisait toujours battre son cœur. Ils sortaient officiellement ensemble depuis 8 mois, depuis le bal d'hiver, où Léo lui avait demandé de la manière la plus maladroite possible, et où elle avait dit oui avant même qu'il ait fini sa question. Rocco avait donné sa bénédiction, à la condition que Léo la traite bien ou qu'il ait affaire à moi. Léo avait l'intention de faire exactement cela. Alors qu'il marchait dans les couloirs, les élèves leur faisaient des signes de tête. Pas avec peur, bien que certains des nouveaux de troisième semblaient définitivement nerveux autour de Léo. Mais avec respect, Léo Martinez était connu maintenant, non pas comme le boursier invisible, mais comme le type qui avait pris des balles pour sa petite amie. Le type qui portait un gilet des Phantom Kings et se faisait escorter à l'école par des motards le jour de son anniversaire. Le type qu'il ne fallait pas faire chier, Brett Hoffman, maintenant sincèrement repenti après 1 an de thérapie comportementale sur laquelle son père avait insisté, fit même un signe de la main. « Salut Léo, Mia. » Brett, reconnut Léo, c'était civil, amical même. La vie était parfois bizarre comme ça. Après l'école, ils se sont rendus au restaurant du Vieux Joe, reconstruit après la fusillade, avec de nouvelles fenêtres installées, mais sinon inchangées. C'était devenu leur endroit. L'endroit où tout avait changé. Alors qu'ils mangeaient des frites et parlaient des dossiers d'inscription à l'université, tous deux prévoyant de rester dans la région, de rester près de la famille, le téléphone de Léo vibra. Un texto de Rocco. « Vote au club ce soir. Important. Sois là. » Léo montra le texto à Mia, qui haussa un sourcil. « Papa a été mystérieux à ce sujet. Il ne veut pas me dire de quoi il s'agit. On verra bien. » Le clubhouse était bondé ce soir-là.
Chaque membre présent. La pièce lourde d'anticipation. Léo et Mia s'assirent dans la galerie, la zone réservée à la famille qui n'était pas membre à part entière, et attendirent. Ghost se tenait à l'avant de la salle, ses cheveux argentés captant la lumière. Frères, nous sommes ici pour un vote important, une décision qui affecte l'avenir de ce club. Il fit un geste vers Rocco qui se leva. Il y a 1 an, commença Rocco, ma fille a failli mourir. Un gamin qu'aucun de nous ne connaissait s'est jeté sur des balles pour la sauver. Depuis, Léo Martinez a prouvé sa valeur à maintes reprises. Il a gardé nos secrets. Il a honoré notre confiance. Il est devenu un membre de la famille. Des murmures d'approbation parcoururent la pièce. Mais il a aussi 17 ans. Encore au lycée, il est encore en train de trouver sa voie. Rocco regarda Léo. Donc, je ne propose pas de le faire entrer dans le club. Pas encore. C'est une décision qu'il doit prendre quand il sera prêt, quand il comprendra pleinement ce que cela signifie. Léo sentit Mia lui serrer la main. Ce que je propose, continua Rocco, c'est que nous offrions à Léo un statut de prospect quand il aura 18 ans. Lui donner la possibilité de gagner son écusson s'il le veut. Sans pression, sans attente, juste une porte ouverte. Ghost appela au vote. Toutes les mains se levèrent. Unanime. La motion est adoptée, annonça Ghost. Léo Martinez, quand tu seras prêt, les Phantom Kings seront prêts pour toi. Après la réunion, alors que les frères le félicitaient et que Mia rayonnait de fierté, Rocco prit Léo à part une fois de plus. Tu n'as pas à décider maintenant, dit-il. Tu as le temps, l'université, une carrière, tout ce que tu veux. Tout est sur la table. Et si je veux ça? Demanda Léo. Et si je veux devenir prospect, gagner mon écusson? Rocco l'étudia attentivement. Alors tu suivrais un chemin difficile. Ce n'est pas facile d'être un king. Ça demande des sacrifices, la loyauté avant tout, vivre selon un code que la plupart des gens ne comprennent pas. Mais ça veut aussi dire la famille, la fraternité, l'appartenance. Oui, acquiesça Rocco, ça veut dire tout ça. Léo regarda autour du clubhouse. Bolt qui apprenait à un prospect à faire une vidange. Reaper qui se disputait de bonne humeur sur les marques de moto. Snake qui se tenait tranquillement dans le coin, mais qui observait tout avec ses yeux perçants. Mia qui riait avec une des compagnes. La maison. J'y réfléchirai, dit Léo, mais je suis presque sûr de connaître déjà ma réponse. Rocco sourit, ce sourire rare et sincère qui transformait son visage balafré en quelque chose de presque doux. Prends ton temp. On ne va nulle part. Alors que Léo retournait vers Mia, son gilet confortable sur ses épaules, ses cicatrices cachées sous sa chemise, il se sentit complet. Non pas parce qu'il avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il avait trouvé les questions qui comptaient. Qui était-il? Un gamin qui avait été invisible et qui était maintenant vu. Que voulait-il? Protéger les gens qu'il aimait. Où était sa place? Juste ici, avec cette famille étrange, violente et loyale. Mia passa son bras sous le sien. Prête à y aller? Ouais, rentrons à la maison. Ils sortirent dans la soirée d'automne, le son des rires et des moteurs de moto les suivant. Le logo des Phantom Kings cousu sur le gilet de Léo attrapant la dernière lumière du soleil couchant. Derrière eux, Rocco regarda sa fille partir avec le garçon qu'il avait sauvé et il ressentit quelque chose qu'il s'autorisait rarement à ressentir. La paix. La dette avait été payée. Le cercle était complet. Et Léo Martinez, autrefois invisible, maintenant inoubliable, s'éloigna dans la nuit. Son avenir brillant de possibilités, son passé marqué par les balles et la bravoure, et son présent rempli de la seule chose qui comptait vraiment, la famille.